Bonjour à tous et bienvenue au Parlement européen de Strasbourg avec nos deux invités. Nous allons parler de la situation inquiétante en Turquie, après notamment le vote de la levée de l'immunité parlementaire de 138 députés turcs, mais aussi après les nombreuses attaques commises par l'armée turque contre les populations kurdes. Nous en parlerons avec vous deux. Anna Gomes, vous êtes députée européenne socialiste portugaise. Vous faites partie du groupe d'amitié ici au Parlement européen avec le peuple kurde. Et puis Eyüp Doğru, j'essaie de prononcer le mieux possible votre nom. Vous êtes le représentant du HDP, le Parti démocratique des peuples auprès des institutions européennes. Peut-être tout de suite avec vous un mot, rappelez-nous ce qu'est exactement le HDP. Le HDP, c'est un parti politique qui regroupe toutes les diversités et toutes les couleurs de la Turquie. C'est un parti qui applique un système coprésidente. 50% des élus de HDP sont des femmes. Aussi, tous les minorités ethniques et religieuses se trouvent dans le HDP. Nous avons des députés arméniens, nous avons des députés assyro-chaldéens, nous avons des députés arabes, nous avons des députés yézidis, nous avons des députés alevis. On peut dire, c'est une vraie couleur de la Turquie avec tous les peuples qui composent cet État. C'est justement une question que je voulais vous poser. Que représente en fait cette mosaïque de peuples qu'est la Turquie? Que représente-t-elle par rapport, j'allais dire, à la population turque? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence dans la population tous les jours, au quotidien, ou est-ce que les populations sont très mélangées? La Turquie, c'est un système, une copie, on peut dire, de la France et État-nation. Mais cet État-nation n'était pas vraiment construit sur la volonté des peuples dans la région. Au début, justement, de cet État-nation, il y a eu des massacres contre les Arméniens, le génocide arménien. Il y a eu des génocides aussi contre les Kurdes, et aussi contre les Assyro-Chaldéens, qu'on ne parle pas beaucoup. Et après tout ce nettoyage ethnique, on a créé un État, ça veut dire l'État turc, avec une seule emblème, un État, une langue, une nation, qui ne correspondent pas à la réalité sur place. Parce que Turquie, c'est un pluricouleur, il y a plusieurs nationalités, et principalement le peuple kurde, qui fait partie quand même importante de la population globale. On pense qu'il y a 25 millions de Kurdes dans cet État. Et en plus, au début de la création de l'Assemblée nationale, on avait dit que la Turquie sera un État binational, ça veut dire qu'il y aura le peuple kurde et le peuple turc. Et au début aussi, il y avait 80 députés kurdes qui ont été élus au nom de Kurdes et Kurdistan. Mais juste après la création, en 1923, la politique change et on commence avec une politique d'élimination de toutes les autres ethnicités, avec les Arméniens, les Kurdes, les Grecs, etc. Finalement, on arrive jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas à régler. Alors, on va revenir tout à l'heure un petit peu sur ce qui est en train de se passer spécifiquement au Parlement turc, bien sûr, depuis quelques semaines. Mais je voudrais avant ça qu'on parle un petit peu de la situation, avec vous deux, de la situation dans le pays. Une situation qui est marquée par des événements graves. Alors, on va peut-être, avec vous, Anna Gomes, si vous le voulez bien, parler de ce qui se passe déjà dans les situations. Il y a des situations de guerre à l'heure actuelle en Turquie, notamment dans la région sud-est du pays. C'est une réalité. Il y a une guerre qui est menée par l'armée turque. Une partie du pays est en guerre, pas larvée, mais réelle. Oui, avec l'autre, et avec notamment la partie kurde de façon absolument antidémocratique. En plus, la Turquie est maintenant victime de vagues de terrorisme, comme on a vu. Alors ça, on en parlera, puisque c'est le second aspect de la situation. Toutes les attaques terroristes. Oui. Comme celles qui sont produites hier même à Istanbul, mais qui sont vraiment le résultat de cette politique désastreuse conduite par le président Erdogan, qui poursuit un projet de pouvoir personnel. Et c'est ça qui explique toutes les exactions qu'on va commettre en Turquie, pas seulement contre le peuple kurde, mais contre tous ceux qui osent critiquer le président, qui osent critiquer le régime par corruption, qui osent notamment dénoncer les liens et le double jeu que Erdogan joue avec, par exemple, le ISIS et les autres forces terroristes en Syrie.
On sait très bien que des journalistes sont en ce moment en train d'être jugés parce que justement ils ont osé dénoncer, exposer comment des forces du parti de M. Erdogan en fait soutenaient l'incursion de ISIS en Syrie. Voilà, C'est une question qu'on ne peut pas du tout passer dessous le tapis. Chez nous en Europe, nos gouvernements nous parlent du combat contre le terrorisme. On sait que bien sûr la Turquie et tous les autres pays dans notre voisinage devraient être des alliés contre le terrorisme, d'autant plus qu'ils sont aussi des victimes. Mais la Turquie, manifestement, fait double jeu avec M. Erdogan. Alors, sur cette situation de guerre dans certaines parties de la Turquie, rappelons aussi qu'il y a eu des bombardements, qu'il y a des villes qui sont particulièrement ciblées. Notamment dans la région kurde. Moi, j'ai parlé avec des maires de ces villes qui sont venus ici il y a quelques mois et qui nous ont raconté les vraies campagnes de cercle et annihilation que les populations subissaient, avec tout un cortège de violations des droits de l'homme absolument insoutenable, et notamment pour un pays qui se dit vouloir rentrer dans l'Union européenne et donc respecter les critères de Copenhague. La dernière grossière violation des critères de Copenhague, c'est justement cette attaque contre la représentation parlementaire des Kurdes et d'autres, notamment le HDP. Effectivement, on va y revenir, bien sûr, on va revenir sur cet aspect-là. L'autre aspect, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes, de la situation actuelle en Turquie, c'est aussi la situation créée par les attentats. Il faut le dire, hein, vous le rappeliez, hier un attentat dans le cœur historique du vieil Istanbul, plusieurs attentats à Ankara depuis le début de l'année, avec des bilans très lourds. Ça crée aussi une ambiance dans le pays de tension extrême. Qu'en pensez-vous, Eyüp Doruk, de cette situation liée aux attentats, à la permanence des attentats? Il faut voir qu'en Turquie, il y a eu un processus de paix. Voilà, c'est ça. Depuis 2 ans et demi, il y a eu des négociations entre le dirigeant du PKK, le gouvernement turc, était quand même ordonné. Alors, rappelons le PKK, c'est... Parti des travailleurs du Kurdistan, la principale force dans le proche Moyen-Orient parmi les Kurdes. Dirigé par Abdullah Öcalan, qui est en prison depuis 16 ans. Exactement. Il y a eu des négociations avec Öcalan, il y a eu une négociation avec le représentant du PKK au Kandil, et notre parti, il y avait un groupe de députés qui faisait aussi intermédiaire, qui participait à toutes les réunions systématiquement. On a eu des réunions avec le Premier ministre, on a eu des réunions avec le président Öcalan. Il faut le dire. Hein? Qui était Erdogan, justement. Alors, il n'a pas hésité à se mettre à la table avec des gens qu'il accuse d'être terroristes. Exactement. Ce processus a duré 2 ans et demi. Il n'y a pas eu aucune violence dans la région. Il y avait une ambiance de paix. On pensait qu'on va régler ce problème qui, depuis 100 ans, continue, et de trouver une solution politique à cette question. Et ça s'arrête en avril Ça s'arrête au début d'avril, quand Erdogan il voit dans les enquêtes qu'il mène qu'il est en train de perdre la majorité pour les élections prochaines. Et finalement, il a commencé de provoquer. On avait un accord quand même, il y avait un accord qu'ils appellent accord de Dolmabahçe, où il y a eu des conférences de presse, le représentant du gouvernement, vice-premier ministre, les autres ministres responsables, le groupe parlementaire, notre groupe, on a déclaré 10 points dans la presse comment on va résoudre le problème kurde. Juste après, Erdogan, ils disent que non, il n'y a pas de problème kurde, il n'y a pas de table de négociation. Ils commencent à faire des provocations. Jusqu'à les élections de 6 juin, il y a eu plusieurs provocations. Ils ont bombardé notre meeting central à Diyarbakir, ils ont tué des centaines de gens civils en collaboration justement avec Daesh, l'État islamique. Tout ça a arrivé jusqu'à le 6 juin. Le 6 juin, nous avons gagné les élections. On était 3e. Alors c'est ça, il faut le dire, hein, le HDP remporte 3e force politique. Voilà, c'est ça. On a eu 80 députés. Oui, 80 députés, première force démocratique. Ils perdent la majorité absolue. Quand il a perdu la majorité absolue, il n'a jamais accepté le résultat des élections. Il a continué de mener une campagne de guerre en attirant, soi-disant, le vote de l'extrême droite. Ici, on peut dire un parti fasciste carrément, on dit l'extrême droite, mais ce n'est pas l'extrême droite,
pour attirer le voix de l'extrême droite. Et finalement, il arrive le 1er novembre avec pratiquement la moitié des députés de l'extrême droite passent au AKP. Il gagne la majorité absolue. Après ça, et la guerre... Il avait ça en tête, il avait une idée derrière la tête. S'il voulait la majorité absolue, ce n'était pas pour rien. Exactement. Et il mène une campagne militaire dans les régions du Kurdistan. Déjà, la majorité de nos députés qui ont été élus avec 80%, 90% se trouvent en prison, ou soit ils sont destitués, soit ils les empêchent de faire leur travail. Et 21 villes, il y a pratiquement toutes les forces militaires turques avec les chars, les armes lourdes, les hélicoptères, les avions, bombardent carrément un État membre de l'OTAN, du Conseil de l'Europe, adhérent, candidat à l'adhésion de l'Union européenne, bombardent la population civile. Ce qu'ils disent aussi les Nations Unies, le commissaire général des Nations Unies a fait une déclaration en disant qu'il y a des grosses violations des droits de l'homme dans cette région. Nous, on pense qu'il y a un crime contre l'humanité. Oui. Nous pensons qu'il y a un vrai crime contre l'humanité, car il y a des gens qui ont été tués, ils n'ont même pas, les familles, ils n'ont même pas pu chercher leurs cadavres. Ça, c'est la situation politique en Turquie. Maintenant, cette politique de guerre qui continue dans cette région par dirigeant Erdogan ramène une autre phrase. Aujourd'hui, il veut changer la constitution, et surtout pour empêcher que les dirigeants militaires qui ont commis des actes contre l'humanité, crimes contre l'humanité, ne puissent pas être jugés sans autorisation du Premier ministre. C'est une nouvelle loi. À part qu'il a retiré justement l'immunité parlementaire, il prépare une autre loi qui peut empêcher justement de traduire tous ces gens-là devant les tribunaux. Mais vraiment, cette politique nous ramène à une guerre ethnique. Ce qui veut dire cette politique que l'Union européenne a menée avec la Turquie pour soi-disant empêcher... On va en reparler de la politique, enfin de la position de l'Union européenne. Je voudrais, avec vous, Anna Gomez, revenir quand même sur l'épisode de ce vote qui est intervenu il y a quelques jours au Parlement turc, à l'issue duquel la levée de l'immunité parlementaire est finalement décrétée. Ça a été longtemps, on ne savait pas exactement quel serait le résultat, mais finalement Erdogan obtient la levée de cette immunité, on va le dire, parlementaire pour 138 députés. Comment ça s'est passé exactement et quelle est la situation aujourd'hui pour ces députés? Apparemment, il a obtenu le concours de quelques forces, y compris des forces qui se disent dans ma famille politique, je suis socialiste. Oui, parce qu'il fallait qu'il ait la majorité, bien sûr. Mais je pense finalement que ça a trait au fait qu'on est devant une force de droite, d'extrême droite, comme vous l'avez dit. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens d'extrême droite dans des forces même qui sont dans la famille socialiste, disons, européenne, comme c'est le cas de chez HP. Ce qui ne reste pas de doute, c'est que c'est complètement antidémocratique. C'est un coup absolument médiéval, je dirais, et qui a trait aussi à un projet de pouvoir personnel. Ce n'est pas par hasard aussi que M. Erdogan vient de se débarrasser du Premier ministre Davutoglu, qui était celui qui avait d'ailleurs négocié ce dirty deal. Je crois que c'est un accord illégal, immoral, indécent, que le Conseil européen a passé avec la Turquie, qui n'est même pas un accord écrit, c'est un deal, c'est une affaire sale. On va revenir sur le détail de cet accord qui porte sur les réfugiés entre la Turquie et l'Europe, puisque évidemment au cœur de tout ça, il y a bien sûr ça. C'est l'une des raisons pour laquelle vous, parlementaires européens, vous vous saisissez aussi de cette question turque, considérant que c'est une situation tout d'abord parce que la Turquie est un pays candidat à l'adhésion. Et il y a les critères de Copenhague qui sont très importants, décisifs même. Moi-même, par exemple, en 2005, j'ai voté pour le début des négociations avec la Turquie,
sur des critères de droits de l'homme. C'est la même chose pour ma collègue Marie-Christine Vergiat, qui est française et qui est d'ailleurs le président de notre groupe d'amitié avec le peuple kurde. Moi, j'ai été très touchée par exemple, la déclaration de Leyla Zana, qui était prix Sakharov quand elle était en prison en Turquie, et quand elle nous a dit, écoutez, si vous voulez aider au progrès des droits de l'homme en Turquie, il faut absolument qu'on engage ce processus d'adhésion, donc votez pour. Maintenant, des gens comme moi, nous sommes très déçus, très perturbés quand on voit que, d'une part, la Turquie est en régression démocratique accélérée et l'Union européenne est en déni. En apathie, et il y en a quelques-uns, notamment le gouvernement allemand et ses proches à la Commission, qui viennent nous prétendre une réalité qui n'a aucune correspondance avec ce qui vraiment se passe, notamment prétendre que cet accord est légal, ce qu'il n'est pas. Toutes les agences, organisations de droits de l'homme, y compris le HCR, le disent, ce n'est pas légal, c'est incompatible avec nos obligations internationales, avec les principes fondamentaux de la charte, et bien sûr, c'est une décrédibilisation totale pour l'Union européenne de vouloir outsourcer les réfugiés, notamment un régime qu'on ne sait pas... Bon, d'un côté, on sait que la Turquie a accueilli beaucoup de réfugiés, mais on sait que, en fait, la réalité n'est pas celle que les autorités turques veulent le présenter. Et puis, de toute manière, l'Union européenne ne pourrait pas se dérober de ses propres responsabilités à l'égard des réfugiés. Et prétendre... Et donc, on donne à M. Erdogan un rôle de, disons... où il nous met... Il prend un peu l'Europe en otage, on va le dire. Il nous fait un otage, il nous fait du chantage contre l'Union européenne. Aujourd'hui, il ferme le robinet, mais il pourrait le rouvrir, comme d'ailleurs Kadhafi l'a fait dans le passé. Et donc, cette position où l'Union européenne s'est mise totalement dans les mains d'Erdogan, c'est absolument intenable. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas un discours plus incisif, plus fort, en demandant, en dénonçant les exactions que le régime d'Erdogan commet à l'égard des Kurdes, mais à l'égard d'autres citoyens turcs. Alors ça, c'est vrai au niveau de la Commission européenne, c'est vrai au niveau des dirigeants européens, ça l'est peut-être un peu moins au niveau du Parlement. Oui. Comment vous le jugez, le Parlement européen, sur cette question-là? Est-ce que vous jugez... Je pense que le Parlement, oui, le Parlement n'est pas du tout dans la même ligne, des dirigeants européens, de la Commission, du Conseil. Mais la position beaucoup plus critique du Parlement, bon, d'une part, c'est ce qu'on doit s'attendre d'une position d'un Parlement démocratique comme le nôtre, mais il faut voir qu'il y a des différentes stratégies et il y a certainement tous ceux qui n'ont jamais été pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne pour des mauvaises raisons, par exemple en invoquant l'idée que l'Union européenne serait un club chrétien, et donc pour exclure la Turquie musulmane, ça se joignent à ceux qui ont des vraies préoccupations des droits de l'homme. Mais finalement, je pense que la position du Parlement doit être écoutée par la Commission et le Conseil, parce qu'on est dans une voie de désastre. Si l'Union européenne continue à se taire devant toutes ces actions et à se faire chantager par M. Erdogan. Ayoub Derou, c'est important ce soutien du Parlement européen. Vous croyez que Erdogan peut en tenir compte d'une manière ou d'une autre? Moi, je pense que, bien sûr, la position du Parlement européen, c'est important. C'est important car la Turquie, même s'il fait beaucoup de chantage à l'Union européenne, etc., mais si l'Union européenne envoie un message clair contre la Turquie, en disant que vous devez respecter ça, je pense qu'ils vont respecter, ils seront obligés de respecter. Car nous vivons dans un monde économique, et tout est lié l'une avec l'autre. Et la Turquie, ce n'est pas une super puissance mondiale. Hein. Vu la situation, c'est un grand pays. Vu la situation politique, mais la Turquie est en guerre contre tout le monde. Il est en guerre contre l'Arménie, il est en guerre contre
la Syrie, il est en guerre contre les Grecs, les Chypre, l'Arménie. Il n'y a aucun pays vraiment qui s'entende. Et propre Kurdes, contre les intellectuels, contre toutes les autres académiciens académiques. C'est un pays qui est quand même se montre comme un champion du monde, mais il est quand même encerclé. Et je pense que si on envoie un message clair, ils vont reculer leur politique. Et il y a des initiatives que nous pouvons et allons prendre, notamment ici au Parlement européen. Nous avons déjà décidé et annoncé qu'on va se mettre en contact avec nos collègues turcs du Parlement turc. De Parlement à Parlement. Qui viennent d'être... viennent de perdre leur immunité. Qu'on va les suivre, on va les accompagner, on va suivre chacun d'eux pour être sûr qu'ils seront protégés et qu'ils ne seront pas victimes de plus de... Alors, précisément, c'est la question que j'allais vous poser. En ce moment même, suite au vote qui est intervenu au Parlement turc, quelle est la situation des députés, de certains députés de votre groupe, des députés du HDP? Quelle est concrètement leur situation aujourd'hui après ce vote? Bon, Erdogan, il a signé hier, justement le 6 juin, l'anniversaire des élections quand il est perdu. Il a signé cet décret, ce changement de loi. Et il a changé aussi des juges. Il y a eu un changement des juges. Ça veut dire qu'il a tout changé et mis sûrement des juges qui sont proches à son clan. Et finalement, à partir d'aujourd'hui, les députés en question perdent leur immunité contre les procès qui ont été ouverts contre eux. Est-ce qu'il y en a qui sont réellement menacés Moi, je pense que tous sont menacés car en première ligne, notre coprésidente, les deux coprésidentes sont menacées. Et ils seront convoqués parce que, je donne l'exemple de notre coprésidente. M. Demirtas, il a 80 procès et 20 dans 20 différentes villes. Ça veut dire s'il accepte la convocation des juges, il doit se bouger dans 20 villes pour écouter, pour répondre les demandes des juges. Dans ces cas-là, il ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire son travail. Mais notre groupe, je peux dire qu'ils ont pris une décision. Ils ne vont pas répondre les appels des juges, car nous pensons que c'est une affaire illégale, c'est une politique illégale contre nos députés. Tous les députés de la région du Kurdistan ont perdu l'immunité parlementaire. Et dans ces cas-là, les juges peuvent ramener par la force, ça veut dire par les polices, par les gendarmeries, etc. Et ça va vraiment nous ramener vers une chaos générale en Turquie. C'est la question justement que j'allais vous poser. Où va la Turquie quand on entend ce que vous expliquez et qu'on connaît finalement dans le détail pas plus que ça, pas plus précisément que ça? Où va ce pays à l'heure actuelle? C'est notre inquiétation. Aussi au Parlement, on fait régulièrement des rapports sur l'évolution de la Turquie. Et les derniers rapports sont de plus en plus préoccupés. Et ils indiquent justement les raisons de nos préoccupations. Parce qu'on a vu, ce n'est pas les premiers cas, et notamment pas seulement contre les Kurdes, qu'on voit d'horribles perversions, notamment pour contrôler les juges, pour contrôler la police. On a été tous renversés pour empêcher l'indépendance des médias, bien sûr, même des professeurs. On voit qui font des critiques. Donc ce sont les libertés fondamentales qui sont en cause en Turquie en ce moment. Donc oui, c'est pourquoi je m'inquiète. Où va la Turquie et où allons-nous ensemble? Parce que si on ne tient bon sur nos principes et valeurs, si on pense qu'on a un partenaire avec des responsables de la Turquie qui jouent double jeu, soit avec des terroristes, des groupes terroristes, soit en précisons ce point-là, parce qu'on n'a pas précisé, à mon avis, assez clairement. L'État islamique est clairement accusé. Excusez-moi, j'étais à Gaziantep, à la frontière entre la Turquie et la Syrie, en 2012, avec une autre parlementaire et avec la délégation, le représentant de l'Union européenne sur place. Et j'ai vu déjà à l'époque ce qui était tout en soutien à toutes sortes de groupes
qui se prétendaient être humanitaires, mais qui étaient clairement des organisations liées à l'État islamique, et à Al-Nusra, au front Al-Nusra, donc de Al-Qaïda, etc. Bon, c'est pas moi, mais ce sont des journalistes turcs dont le journal d'ailleurs a été fermé, le Cumhuriyet, qui ont dénoncé ce soutien organisé de la part des forces turques, et notamment dirigé par le parti de M. Erdogan, de soutien au groupe terroriste en Syrie. Bien sûr, parce qu'il y a l'agenda anti-kurde en Turquie, anti-kurde en Syrie, contre les braves gens de Kobané et de Rojava qui se battent, qui sont ceux qui se battent contre l'État islamique. Oui, bien sûr. Et c'est absolument inconcevable. Quand vous parlez, comme moi je parle, avec nos principaux responsables du service de sécurité et de l'intelligence européenne, ils vous disent tous, plus ou moins ouvertement, oui, qu'ils savent de ce double jeu de M. Erdogan et qu'ils sont préoccupés. Ce qui, je trouve incroyable, c'est que nos gouvernements s'en fichent et ne disent pas ça aux citoyens et font croire aux citoyens, notamment en Allemagne, que M. Erdogan est un partenaire, soit pour ménager la question de l'afflux des réfugiés, soit un partenaire en termes de, disons, de construction démocratique. Or, quand on voit qu'il ne l'est pas, qu'il a complètement perdu toutes les velléités d'être dans la voie démocratique, qu'il est dans une voie de pouvoir personnel, c'est pourquoi il se débarrasse même de personnes comme M. Davutoglu, et qu'il refuse. Et tous les jours, lui, il fait des commentaires et des déclarations incroyable. Moi, je viens de lire hier. Qu'est-ce qu'il a dit sur les femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient... C'est absolument réactionnaire. Les femmes doivent avoir 10 ans des enfants, etc. Il ne doit pas... Et je sais que la société turque n'est pas ça. Hein. Il est beaucoup plus réactionnaire que tout ce que j'ai jamais rencontré dans la société turque. Donc, on ne peut pas faire confiance à un tel leader. Et c'est incroyable que nos leaders européens... Moi, je suis très pro-européenne. Donc je m'inquiète de cette Europe qui se laisse aller et laisse chantager par un personnage manifestement mégalomane et antidémocratique comme M. Erdogan. Vous citiez l'Allemagne il y a quelques secondes, effectivement, on en parle. Quel est le jeu de l'Allemagne dans une situation pareille? Je pense que c'est un jeu assez erroné, d'ailleurs dans d'autres domaines aussi, mais moi j'ai applaudi Mme Merkel quand l'été passé, elle a dit qu'elle était ouverte à accueillir des réfugiés. Ça, que l'on veuille ou pas le reconnaître, ça a eu un impact énorme. Moi, j'étais récemment en Grèce en parlant avec des réfugiés à Idomeni et partout, à Lesbos. Et tous m'ont dit que c'était à cause aussi de cet appel de Mme Merkel que tout le monde a senti que c'était l'opportunité de venir en Europe. D'ailleurs, ils avaient une perspective assez positive de l'Allemagne. Bien sûr, je sais que Mme Merkel l'a fait aussi parce qu'elle comprend que l'Union européenne a vraiment besoin de ce renouvellement, que dans une Europe âgée, que les réfugiés et les migrants peuvent nous apporter. Mais alors il faut avoir le courage de faire cette pédagogie auprès de nos citoyens et pas laisser les courants d'extrême droite, xénophobes, fascistes, continuer de semer des mythes pervers sur les réfugiés et les migrants, notamment en prétendant que ce sont eux qui apportent le terrorisme. Non, ils s'enfuient des terroristes. Ça, pour moi, c'est très clair. Le terrorisme auquel on a à faire face, il est dans nos pays, par nos citoyens, comme on a vu en France, comme on a vu en Belgique. Hein. C'est parce qu'on a laissé radicaliser les jeunes gens, parce qu'on a des politiques affreuses qui aident, qui fomentent la radicalisation, l'exclusion et le sentiment de radicalisation, et ce qui mène les gens à la radicalisation. Et dans tout ça, malheureusement, l'Allemagne aussi joue sous Mme Merkel un double jeu et erroné, et qui nous mène par de très mauvais chemins en Europe, à mon avis. Youb Derou, si on revient sur la situation, quelle pourrait être la situation politique aujourd'hui en Turquie? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a des forces
en Turquie aujourd'hui qui peuvent évoluer vers une situation qui serait une situation à la fois plus démocratique et plus pacifique? Moi, je pense qu'il y a quand même une vaste des organisations démocratiques en Turquie qui mènent aussi une lutte pour la démocratisation de la Turquie. Et les forces de notre parti, autour de notre parti, le HDP. Mais aussi, il y a d'autres forces comme des intellectuels, comme des académiciens, comme des journalistes qui voient cette réalité en disant que ça ne marchera pas de cette façon-là. Et parmi la population aussi, il y a une forte mécontentement contre cette politique d'Erdogan qui veut contrôler tout. Même une femme, etc., un homme, comme il devrait avoir des enfants, etc. Il veut tout contrôler. Cette opposition, elle est réelle, vous pensez, dans le pays à l'heure actuelle? Oui. Je pense qu'il y a une réaction assez forte, mais on a des problèmes car il contrôle actuellement la justice, il contrôle la police, il contrôle le service secret, il contrôle les militaires, il contrôle les médias. Même des académies, ça veut dire l'université, tous les académiciens qui ont dit on ne veut pas être complices de cette guerre, on a été éloignés, soit en prison, soit ils ont perdu leur poste. C'est pareil pour les journalistes aussi. Pour ça, je pense qu'il faut vraiment envoyer un message fort de solidarité avec toutes les forces démocratiques en Turquie, inclus les Kurdes bien sûr. Les Kurdes, c'est le principal moteur de la démocratie, surtout notre parti qui n'est pas seulement un parti kurde. Parce que nous avons quand même des députés d'origine de toutes les autres minorités et des peuples turcs aussi. Nous avons des députés turcs aussi. D'aider vraiment à l'option démocratique, celle Turquie démocratique qu'on veut, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte des convivences en paix avec les voisins, qui laisse de financer l'État islamique. Toutes les organisations, il n'y a pas que l'État islamique, il y a Al-Nusra, il y a Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Sham, et c'est plusieurs organisations terroristes qui font des massacres au Kurdistan de Rojava, en Syrie. Et tout ça, il faut vraiment qu'on arrive à envoyer un message clair au gouvernement turc de cesser de financer le terrorisme et de cesser de faire des génocides dans la région du Kurdistan. Parce qu'on ne va pas entendre encore 100 ans après pour condamner le génocide contre le peuple kurde, comme on vient de le faire contre les Arméniens. Et je pense que c'est très important. Et cette politique vraiment de l'Union européenne de changer. Je dirais que le Parlement et l'Union européenne se doivent de ne pas seulement passer des messages à M. Erdogan, mais justement à tous ceux qui en Turquie se battent pour la liberté et la démocratie. Exactement. Vous bénéficiez de soutien à l'étranger, extérieur. Est-ce que votre cause est reconnue? Est-ce qu'elle est plaidée? Nous, bien sûr, on a les solidarités de toutes les forces démocratiques, mais malheureusement, les forces démocratiques ne sont pas tous au gouvernement. Le gouvernement actuel, pour l'instant, il continue d'avoir des relations, de continuer de faire des échanges économiques avec la Turquie, comme si rien n'est passé. Je peux vous dire que dans les 2 derniers mois, nous, on a été reçus par plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, on a été reçus aussi par la Commission. Mais on les a informés, ils sont tous au courant, ils ont leur aussi source d'information. Mais de cette façon-là, je pense qu'encore il n'y a pas une position claire de l'Union européenne et aussi des forces démocrates au gouvernement contre la position de la Turquie. L'avenir des populations du peuple kurde, vous l'envisagez à l'intérieur de l'État turc actuel? Comment vous voyez les choses? Mais nous, en tant que parti politique, en tant que HDP, nous défendons le droit d'autodétermination des peuples. Le peuple kurde existe, le Kurdistan existe. Et le peuple kurde aussi doit utiliser son droit à autodétermination. Maintenant, ils les ont utilisés en Kurdistan d'Irak d'une façon, à Rojava d'autre façon, en Turquie aussi, voilà, en Irak, en Syrie d'une façon ou l'autre. Ils ont utilisé ce droit d'autodétermination. La grande partie, et aussi en Iran, il faut aussi citer que nous avons aussi une grande partie des populations kurdes qui vivent en Iran. Et la grande majorité des Kurdes vivent en Turquie. Ça veut dire que la moitié de la population du Kurdistan se trouve dans ce que nous on appelle le nord du Kurdistan, dans la région de la Turquie. Et ces peuples, ils doivent quand même utiliser ces droits. C'est un droit reconnu par les Nations Unies, par les institutions internationales. Et les élus doivent quand même gérer leur ville, mais le gouvernement ne le laisse pas. Ça veut dire qu'il prend tous les élus
même les maires, ils se trouvent en prison. Les députés, ils sont maintenant risquent d'être arrêtés, comme ils les ont fait avant avec Mme Leïla Zana, avec d'autres députés de notre parti. Je pense que cette politique ne va nous ramener à nulle part. Et il y a une seule solution, c'est de retour à la table de négociation, retour de dialogue et de négociations de paix avec le Parti des travailleurs du Kurdistan et notre parti. Et il faut aussi une troisième voie internationale qui doit viser cette possible négociation proche pour trouver une solution politique à la question. Juste un petit mot, Anna Gomes, pour terminer. Donc, initiative du Parlement européen, vous nous le disiez tout à l'heure. Rappelez-nous un petit peu ce que vous comptez faire. Oui, je dois dire qu'il y a quelques mois, moi-même, j'ai initié une lettre qui a été signée par plus de 100 députés du Parlement européen, demandant justement que le PKK soit retiré enlevé de la liste des terroristes et qu'on pousse M. Erdogan à continuer le processus de paix. Là où il s'est assis avec M. Öcalan, il n'avait pas de restriction qu'il était, comme il dit maintenant, terroriste, pour une solution politique pacifique pour la Turquie et pour le peuple kurde, bien sûr. C'est capital. Et je crois que l'Union européenne, au lieu d'être dans la défensive et se faire chantager, pourrait prendre des initiatives comme celle-là, pour dire clairement à M. Erdogan, c'est la voie de la négociation pacifique et de la démocratie qui sert la Turquie et qui sert les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Anna Gomes et Youp Dourou, merci à vous pour ces éclairages que vous venez de nous apporter sur la situation en Turquie, extrêmement important. Merci à vous qui nous avez suivis et ne manquez pas de retrouver les deux autres débats depuis le Parlement européen de Strasbourg que vous allez retrouver sur notre site l'humanité.fr. Le premier concerne le Brexit puisque les élections, le référendum britannique a lieu maintenant dans 15 jours et l'autre concerne, c'est un débat avec 3 parlementaires européens qui concerne les pressions exercées par l'Europe sur les États pour qu'ils rognent sur les droits sociaux. Au revoir, merci à vous, à bientôt.